Justice pour Axel, 3 mots pour l'ouverture du procès devant les assises du Rhône. Cette inscription faite il y a quelques jours sur les lieux du drame, rue de l'Anticaille. Cet après-midi, les militants du groupuscule d'extrême droite Les Remparts assurent dans un communiqué être les auteurs de la fresque. 2 ans et demi après, c'est un procès très attendu et sous tension qui va se dérouler jusqu'à vendredi. Lucine Lorgue, vous suivez l'affaire pour nous. Ce sont 2 versions finalement qui vont s'opposer pendant 4 jours. Oui, et une série de questions qui vont se poser. Youssef Tebal voulait-il tuer Axel Dorier? S'est-il rendu compte qu'il l'avait percuté? Pour la famille de la jeune femme, cela ne fait pas doute. Ce drame n'était pas un accident. L'accusé a foncé délibérément sur Axel. Il l'a renversé à 2 reprises, alors que quelques minutes auparavant, il renversait aussi l'un de ses amis. Les frères jumeaux de la jeune femme qui fêtait avec elle son anniversaire à Fourvière ce soir-là sont formels. Ils seront entendus mercredi devant la cour d'assises. 16 autres membres de la famille Dorier se sont constitués partie civile dans ce procès. Du côté de la partie adverse, en revanche, c'est une toute autre version qui est délivrée. L'avocat de Youssef Tebal, maître Metaxas, est formel. Le jeune homme n'a jamais voulu renverser Axel Dorier. Il veut s'extirper d'une situation où il y a un vrai danger de mort. Je rappelle que c'est 20 personnes qui lui courent après, qui agressent 2 jeunes femmes qui n'avaient rien demandé à part toucher un chien avec leur voiture. Et lui, il est venu au secours des jeunes femmes. Ça se retourne contre lui. Il a 20 personnes en face de lui, alcoolisées, qui veulent l'attraper, qui tapent sur sa voiture. Eh bien, Youssef Tebal, qui n'a pas d'antécédents, qui ne s'attendait pas à cette situation, qui ne sait pas la gérer depuis le haut de ses 22 ans, il va essayer de s'enfuir. Et quand il va s'enfuir, malheureusement, il va happer Axel, qui va être traîné sur une distance conséquente, 800 mètres. Mais lui, il n'est pas conscient de ça. 2 heures après les faits, Youssef Tebal se rendait à la police. Lorsqu'il a renversé Axel Dorier, il était en compagnie de son cousin Mohamed, qui sera jugé avec lui cette semaine pour non-assistance à personne en danger. Youssef Tebal encourt 20 ans de réclusion. Un verdict est attendu vendredi soir. Et vous suivrez bien sûr ce procès pour BFM Lyon. On va vous retrouver tout au long de la semaine, Lucie. Merci pour ces précisions. Une perquisition a eu lieu ce matin au siège du groupe Alila à Lyon. Le parquet a ouvert une information judiciaire en octobre dernier relative à des infractions au droit du travail à la suite de plaintes de salariés du promoteur immobilier. Un important dispositif policier a été déployé. Des documents ont été saisis par les enquêteurs. Le parquet de Lyon qui nous a également confirmé cet après-midi la garde à vue d'Hervé Legros, le président fondateur du groupe, et de son épouse. Ils ont voulu frapper à un grand coup ce midi. Plusieurs militants se sont réunis à la Croix-Rousse devant l'EHPAD où vit le père Ivoire. Ce prêtre qui est accusé d'agression sexuelle sur 2 jeunes Inuits dans les années 70. Il demande son extradition vers le Canada. Sur place pour BFM Lyon, Lauriane Pellao. Ici vit le prêtre Johannes Rivoire. Il a violé des enfants inuits et nous exigeons qu'il soit jugé. Voici les quelques mots que les militants du collectif Bibrève ont écrits aujourd'hui sur les murs de cette EHPAD. Des militants en colère et pour cause. Le prêtre Johannes Rivoire, accusé de viol d'enfants d'Inuits, échapperait à la justice depuis près de 30 ans. Il vivrait dans cette EHPAD à Lyon et son extradition pour être jugé au Canada, là où les faits se seraient produits, a été refusé par la France. C'est pourtant tout ce que demandent les militants du collectif Bibrève. Écoutez. En tant que citoyenne française, cela m'est insupportable de savoir que la France protège un prêtre pédocriminel, donc Johannes Rivoire, qui a fui le Canada en 1993 et qui en fait depuis 30 ans est dans une totale impunité. Et donc on a souhaité venir ici pour dire que ici, en plein cœur de Lyon, alors que la justice, la police, tout le monde le sait, on a un pédocriminel qui vit tranquillement en fait la fin de sa vie. On a une justice, un gouvernement qui ne met pas les moyens, qui ne prend pas la chose au sérieux. Et donc ce que nous voulons, c'est que la France livre Johannes Rivoire à la justice canadienne et que la justice arrête d'être à genoux devant l'Église. Le combat du collectif ne s'arrêtera pas là. Il compte bien multiplier ce type d'action à Lyon et ailleurs pour stopper l'invisibilisation des pédocriminels et demander justice. Faut-il imposer l'uniforme dans les établissements scolaires? La question revient régulièrement dans les débats. La semaine dernière, Brigitte Macron a dit être pour alors que le texte proposé par le Rassemblement national a été rejeté devant l'Assemblée nationale. Au collège privé d'Oulin, les élèves sont déjà habitués à avoir le même haut. Jade Terlinck. Dans cette cour de récréation du collège privé d'Oulin,
Les collégiens sortent emmitouflés, mais sous leur manteau, ils ont tous le même haut, l'uniforme de leur école. Au moins un polo, un t-shirt de sport et un pull sont obligatoires pour chaque élève. Comptez minimum entre 35 et 45 euros sur tous les vêtements, l'écusson de l'établissement. À la fois pour un sentiment d'appartenance et puis pour essayer de gommer ce qui peut poser problème à l'âge de l'adolescence. Éviter que le regard des uns sur les autres se braque uniquement sur des marques. Depuis 6 ans, ce dress code est mis en place et les élèves semblent bien s'être habitués. C'est très bien parce que ça évite les moqueries sur des habits qui peuvent être différents des autres. Je trouve que c'est bien parce que l'école, c'est pas un défilé de mode, on est là pour apprendre, donc c'est notre tenue de travail et c'est fait pour ça. Après, on a le week-end aussi où on peut un peu changer et parfois ça fait du bien de pouvoir changer d'habit plus que d'habitude. Mais en dehors des murs de cette école privée, les avis sont un peu plus mitigés. Au sein de l'école, uniformisé, c'est pas mal. Les personnes ayant des moyens financiers plus réduits se sentiront moins en différence avec ceux qui sont mieux lotis. On en fait une masse de clones, toujours pareil, tous pareils. Le vêtement est important, hein. Ça montre déjà comment est la personne. Le projet de loi pour l'obligation du port de l'uniforme dans les écoles, porté par le Rassemblement national devant l'Assemblée, a été rejeté. Ce sera l'un des événements du CIRA cette année. La finale du Bocuse d'Or 2023 va se dérouler dimanche et lundi à Eurexpo. Après la victoire du Lyonnais David Tissot l'an dernier, tous les regards sont tournés vers Naïs Pirolet. À 25 ans, la jeune chef diplômée de l'Institut Bocuse est la première femme à représenter la France. Adrien Blétry. On vit ça, on respire Bocuse d'Or, on est dans ce cercle depuis 2 mois quasiment sans lever la tête. Lundi prochain, cette jeune prodige peut marquer l'histoire de la cuisine française. À 16 ans, Naïs obtient son bac avec une mention très bien. Elle termine ensuite diplômée de l'Institut Paul Bocuse en étant majeure de sa promo. Elle est désormais la première femme à représenter la France au Bocuse d'Or. Toute la profession m'a soutenue là-dedans, dans ce choix-là. Dans ma participation, les chefs ont été avec moi, ont été derrière moi. Et le fait que je sois une femme n'a jamais été une question, en fait. Le concours a la volonté aussi de mettre en avant aussi les femmes chefs. Maintenant, ça vient tout seul, ça prend du temps. Le changement prend toujours du temps. Mais on est là, on a notre place et on est accepté surtout. Donc, allons-y et ayons confiance en ça. Naïs sera la plus jeune chef de cette édition. Elle sera face à 24 nations, toutes représentées par des hommes. Malgré son manque d'expérience, l'espoir de la cuisine française mise sur l'insouciance. Oser faire les choses, on va dire le maître mot et un des maîtres mots de l'Institut Paul Bocuse aussi, c'est oser saisir une opportunité, oser croire en ses rêves, oser faire des choses et au pire on se plante et on se relève, c'est pas gênant. Mais quand je me suis inscrite aux sélections France, en gros je me suis dit t'as rien à perdre, au pire t'y arrives pas, c'est normal, hein, et si t'y arrives, là par contre t'es un peu dans le va falloir bosser mais c'est que du bonus. Pour remporter ce concours international, il va falloir dans un premier temps réaliser un menu pour les enfants autour de la courge. La deuxième épreuve consiste à préparer un plateau pour 15 personnes à base de queue de lotte. Tout ça en 5h30, montre en main. Les Célestins changent de direction après 23 ans à la tête du théâtre. Claudia Stavisky laisse sa place à Pierre-Yves Lenoir. Il était le co-directeur depuis 2019. Il prendra officiellement ses fonctions cet été.